Alors, je vais spoiler l'intégralité du jeu et son twist majeur. Son scénario à boutonnière sur un post-it et le twist a beau être l'un des plus spoilés au monde, je précise tout de même. Sur ce, très bonne chronique à tous. Comment susciter des émotions? Voilà la question qui semble occuper l'intégralité du monde vidéoludique depuis au minimum une grosse quinzaine d'années. À une époque où le jeu vidéo en prenait de plus en plus au cinéma, en abandonnant même son gameplay, un jeu a proposé une vision complètement différente. En faisant totalement fi des codes de son époque pour se concentrer sur son gameplay, au point d'oublier de raconter son scénario, un jeu a su montrer que oui, le gameplay pouvait atteindre émotionnellement les joueurs. Ce jeu ne sera pas devenu une licence, il n'aura pas eu de suite, mais il conserve, plus de 15 ans après, une certaine aura de mystère, et surtout un mythe s'est construit par rapport à lui. Et ce jeu, c'est Shadow of the Colossus. Commençons cette chronique par une petite histoire. Remontons jusqu'en 1995. Un jeune homme du nom de Fumeto Ueda entre alors chez la société Warp où il travaillera en tant qu'animateur sur N-Meet Zero, jeu de la Sega Saturn. Le jeune homme, alors âgé de 25 ans, est diplômé de l'université d'art d'Osaka où il a étudié l'art abstrait puis l'art interactif, ce qui l'a lentement conduit au domaine du jeu vidéo. Ueda entrera après chez Sony courant 1997. Avec sa petite équipe, il commence à travailler sur un jeu, Ico, d'où leur surnom de Team Ico. Dès cette première création, Ueda exprime pleinement son côté créatif et surtout son côté perfectionniste, n'hésitant pas à décaler le jeu, qui devait sortir sur PS1 pour finalement sortir entre 2001 et 2002 sur sa successeur, la PlayStation 2. Cependant, je n'aborderai pas Ico ici pour me concentrer sur la prochaine production d'Ueda, sans doute la plus connue à l'international. Après Ico, Ueda et son équipe commencent à travailler sur une suite. Une annonce est publiée dans le Famitsu en juillet 2002, en déclarant que l'équipe recherchait des développeurs spécialisés dans les simulations physiques et gravitationnelles. Peu après cela, le développement de celui qui était alors nommé Nico, pour Next Ico, commença. Le nom original du jeu vient d'un jeu de mots. Ni veut dire deux en japonais, et renvoie donc au terme de Next Ico. A la base, Shadow of the Colossus aurait dû être une suite à Ico, et même aurait pu conserver son univers et son scénario. Bien qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Shadow of the Colossus est donc un jeu sorti entre fin octobre 2005 et février 2006 sur PlayStation 2 à peu près dans le monde. Il connaîtra d'ailleurs un remaster, sorti le 28 septembre 2011 sur PlayStation 3, dans un Blu-ray contenant également Ico, précédent jeu du studio, les deux jeux étant remis au goût du jour avec un remaster HD. Enfin, un remake, un vrai, sur PlayStation 4 géré par le studio Bluepoint, est annoncé à l'E3 2017 pour une sortie le 7 février 2018. Le moteur du jeu est refait de zéro, mais l'ensemble du gameplay reste quasiment identique au jeu d'origine. Les deux seuls ajouts de ce remake qui sont vraiment notables sont un mode photo déjà pour profiter de la beauté du jeu, qui, disons-le, est très beau sur PS4, mais aussi un nouveau collectible, des petites médailles qui viennent donc rejoindre les fruits jaunes et les queues de lézard. Le jeu nous raconte l'histoire de Wander, jeune homme qui pénètre dans des terres interdites afin d'essayer de ramener Mono, jeune femme morte qui est visiblement très importante pour Wander. Il passera par la suite malgré lui un pacte avec Dormin, entité mystérieuse, qui pourra ramener Mono à la vie seulement si Wander parvient à intéresser les 16 créatures immenses qui errent dans les terres interdites, les 16 colosses. La première chose qui frappe avec Shadow of the Colossus, c'est ses très nombreux partis pris. À une époque où le jeu vidéo se voulait de plus en plus épique et où il se gorgeait de plus en plus de contenu, Shadow of the Colossus semblerait limite être une anomalie. Le scénario est balayé d'un revers de la main, avec moins de 5 cinématiques tout au long du jeu, et le jeu ne comporte que 16 ennemis, ces 16 boss qui servent limite autant de boss que de niveaux à part entière. D'ailleurs, si le jeu final comporte 16 colosses, à la base devait y en avoir bien plus. Au départ, la Team Ico, et surtout Fumeto Ueda, voulait en mettre 48. Le nombre a ensuite logiquement été réduit, parce que 48 c'est beaucoup et ça aurait été très répétitif. On arrive donc à 24 colosses, qui ont, au minimum, été conçus. Or, 8 colosses ont été retirés du jeu, ou plutôt sont absents du jeu final. Car ces colosses ont bel et bien existé à un moment ou à un autre. Intéressons-nous rapidement à chacun d'entre eux et aux raisons de leur disparition. Le premier colosse est celui que les fans appellent Adam Flamme, un phénix qui vivait dans la zone aujourd'hui connue comme étant celle du 9ème colosse, Bazaran.
Ça se remarque par rapport aux arbres présents sur les illustrations de l'artbook, qui illustraient un combat entre Wonder et Adam Flamme. D'après ce même artbook, les flammes de son corps devaient être éteintes en le jetant dans un lac présent dans la zone où habite Bazaran aujourd'hui. On n'a aucune raison de pourquoi Adar Flamme a été vraiment évincé du jeu final, mais probablement que les développeurs ont préféré Bazaran, qui interagissait plus avec son environnement, et vu que les autres lacs de la carte étaient pris, Adar Flamme a donc été probablement coupé. Ce changement a probablement eu lieu quand Bazaran est passé de sa précédente zone de combat, qui était dans la zone I3 de la carte, à D3, là où il est aujourd'hui, sans doute pour rendre son combat un peu plus intéressant. Cependant, Adar Flamme était bien prévu, vu qu'une précédente version de la map montrait une icône d'oiseau dans la zone où aujourd'hui on a celle de Bazaran. Autre colosse qui a probablement passé la phase de test, Sirius, un colosse sanglier, buff, un porcinet. Il aurait pu se situer dans la zone G7, zone avec un dolmen que l'artbook décrit comme nécessaire pour vaincre Sirius. Wonder aurait pu le coincer dans ce dolmen avant d'attaquer. Encore une fois, il a probablement été écarté car il existait déjà deux colosses ressemblant à des mammifères et étant de plutôt petite taille, à savoir Celosia et Cenobia. Et il faut aussi noter que les animations de Sirius sont encore présentes dans le jeu final, et qu'on peut les retranscrire avec ces deux colosses dont j'ai parlé juste avant, ce qui prouve bien qu'ils ont été conçus à partir des mêmes bases. De ce côté, Kyos est un colosse griffon qui a également été coupé du jeu, et cette fois on en a raison. D'après les développeurs, il était trop compliqué de l'escalader, et vu qu'il n'arrivait pas à l'équilibrer, il a dégagé sa grand-mère du jeu. On sait jusqu'avant sa disparition, Kyos était dans la zone I7, sur une zone aujourd'hui immergée, et qui devait servir de zone test pour différents colosses. On a donc vu qu'ici, un colosse a été dégagé parce qu'il n'avait pas d'endroit où le mettre sur la map, un autre a été enlevé car trop ressemblant avec d'autres colosses, et le dernier n'a pas été intégré car trop compliqué à équilibrer. Cependant, si on avait énormément d'infos sur les trois premiers, on en a beaucoup moins sur Monkey. On sait juste qu'on aurait dû l'affronter dans une cave où il s'accrochait au plafond. La seule vraie image qu'on a de Monkey, c'est cette capture dégueulasse et ce screen d'un écran de test. Il est très possible à mon sens que Monkey n'ait jamais passé la phase de test, et on n'a donc aucune info sur son placement sur la carte du jeu. Autre colosse effacé, Worm, aussi appelé Dionine. Rien de plus à dire pour lui, c'est un gros ver de sable quoi. Il est possible qu'il aurait pu être situé dans la même zone que Dirge, le colosse de sable, le 10e colosse, vu que sa description anglaise mentionne un ami qui aurait dû être affronté en même temps que lui. En vérité, il s'agit d'une mauvaise traduction. La version japonaise évoque le besoin d'un ami pour vaincre Dirge, cet ami qui est donc Agro, le cheval de Wonder. Cependant, une précédente version de la map nous montre que B2 pouvait correspondre à la map de Dionine. Or, aujourd'hui, c'est Cenobia qui se trouve en B2, qui est donc possiblement l'un des derniers colosses à avoir été ajouté au jeu, vu qu'on retrouve par exemple une texture de l'idole de Dionine dans le jeu. De ce côté, Rock aurait dû être un autre colosse oiseau, affronté probablement en B3 ou en A3. D'après l'artbook, son combat devait être à mi-chemin entre celui d'Avion et de Phalanx, vu qu'il aurait d'abord fallu utiliser l'arc pour le faire descendre, comme Phalanx, avant de l'attaquer à l'épée. Il a probablement été coupé, comme pour Sirius, à cause de son manque d'identité propre. Et passons à Pollux, qui ressemble à un démon qui aurait dû être affronté en H2, au vu des paysages, surtout par rapport aux briques oranges. Rien de plus à dire pour lui. À part le fait que, au vu du design de Wonder, sur cet écran, il a probablement été enlevé vers la fin. Le dernier colosse enlevé est Abert, l'araignée, qui est une araignée. Voilà, c'est tout. Arrêtons là cet aparté colosse évincé, bien que je voulais absolument en parler, vu comment au fil du temps, tout ça a créé la légende très connue du 17e colosse. Et surtout, ça permet d'aborder très légèrement le côté développement de Shadow of the Colossus, qui ne ressemble pas du tout à ce à quoi il était prévu à la base. Tout a énormément bougé depuis le début du développement, et le pire, ou le mieux du coup, c'est qu'on a énormément de documentation sur cela. L'occasion pour moi de saluer le travail juste colossal de Nomad Colossus, qui compile depuis énormément d'années sur sa chaîne YouTube, énormément de connaissances sur le jeu, au point d'avoir été approché par Bluepoint pour qu'il travaille sur le remake. Mais pour revenir à l'aspect purement développement du jeu, avoir de tels changements d'une version à l'autre montre que tout se faisait à tâtons. Ainsi, pour les développeurs, le plus gros défi pour le jeu a été de créer un moteur physique pouvant recréer la difficulté de la quête de Wonder qui doit faire face à autant de colosses, ce que révélera Kenji Kaido dans une interview pour le site GameSpy en 2006. Selon lui, c'est la création du moteur physique qui a été le plus gros challenge pour Shadow of the Colossus, car en plus de ce moteur, il a fallu créer d'autres choses à côté pour avoir un vrai ensemble cohérent. Ainsi, une fois le moteur physique codé et créé, il a fallu créer les réactions de Wonder aux agissements des colosses, comment les colosses se comportaient. Il a aussi fallu coder la caméra qui devait s'adapter à de multiples situations, à tel point que c'est un peu le point faible du jeu niveau gameplay, vu que la caméra galère un peu. Bref, ça a été un vrai challenge pour les développeurs, et le pire, c'est que c'est parfaitement retranscrit en jeu et que c'est réussi. Les colosses ont vraiment l'air d'être de vraies créatures de chair et de sang, et non de bêtes ennemies agissant selon un code inscrit dans leur conscience intrinsèque au jeu. La première démo de Shadow of the Colossus a été présentée au DICE Summit de 2003, et montre un groupe de personnages ressemblant au protagoniste d'Ico qui attaquait un colosse. L'équipe de la Team Ico sera ensuite
énormément agrandi, tout en contrôlant tout de même qu'il faisait partie de la société. Ueda a par exemple estimé que seulement 1 ou 2 artistes sur 500 qui postulaient correspondaient à ces critères, tandis qu'à côté, Kenji Kaido travaillait d'arrache-pied avec ses développeurs sur le fameux moteur physique et l'ensemble du jeu. Énormément de travail acharné qui va finir par payer, car Shadow of the Colossus sera un très gros succès, tant d'estime que commercial. Il se classera numéro 1 des ventes japonaises lors de sa semaine de sortie, avec 140 000 exemplaires écoulés, et presque 80% du stock japonais initial sera écoulé en 2 jours. Là où Ico avait surtout reçu un succès d'estime, Sony compte sur Shadow of the Colossus, l'un des derniers gros jeux de la PS2, et communiquera massivement autour. Magazines, pub télé, internet, sans oublier ce qui est sûrement l'une des campagnes publicitaires les plus originales de l'histoire. Par exemple, avec l'ouverture d'un site qui prétendait que le reste de 5 géants avait été découvert à travers le monde. Si certains ont directement compris l'aspect marketing, d'autres personnes sont tombées dans le panneau. Et rien que pour ça, c'est grandiose, et Shadow of the Colossus mérite son succès, parce qu'il est grandement innovant. Et d'ailleurs, il recevra plusieurs prix à côté. Au Dice Summit 2006, il a remporté pas mal de prix, dont le spécial Rookie Award. Bref, un jeu publicité par le public tant que par la presse et qui aura marqué son époque. Mais en quoi Shadow of the Colossus est un jeu si spécial que ça? Revenons sur ça et sur la petite histoire de jeu vidéo. Depuis toujours, le jeu vidéo cherche à exploiter au maximum les domaines qu'il utilise. Jusqu'au milieu des années 90, c'était plus que principalement le gameplay. La narration était présente, mais ça avait surtout de contexte afin de poser le lieu où se déroulait l'aventure, et de prétexte, à savoir pourquoi jouer au jeu et accomplir cette quête. La narration plus poussée commencera vraiment à émerger à partir de la génération Super Nintendo Mega Drive, notamment au travers du genre de RPG, avec par exemple les Final Fantasy, Dragon Quest ou Chrono Trigger. Cette évolution se poursuivra avec les 2 générations suivantes, et s'ouvrira à tous les genres de jeux, pas simplement au RPG. Le jeu vidéo devient plus complexe, plus profond, et étoffe chacun de ses aspects. Même le gameplay évoluera. Alors que la norme était au jeu de plateforme, très facile à faire pour un jeu en 2D, on passe petit à petit au FPS ou TPS, ou à des jeux d'action ayant plus de possibilités qu'un Mario ou un Sonic 2D. Même du côté des mascottes qui portaient le jeu vidéo au début des années 90, il y a du changement. Comparez Super Mario Bros avec Super Mario Sunshine par exemple. Le premier a un gameplay très rigide et un seul type de saut, là où le second laisse bien plus de liberté de mouvement, purement au niveau des sauts, ou même en incluant Jet. L'histoire du premier sert bien plus de prétexte à parcourir le niveau du jeu, là où le second sera le premier Super Mario à proposer de véritables cinématiques. Ainsi, lors de la sortie de Shadow of the Colossus, le jeu vidéo a continuellement cherché à s'enrichir, et cela continue de plus en plus, au point où quelques années plus tard, on arrivera à l'âge d'or des jeux narratifs avec par exemple le studio Telltale. Sur ce point, Shadow of the Colossus ressemble à un gros pas en arrière. Le scénario présent lui-même dans le jeu est vraiment simple, les cinématiques sont très basiques, elles aussi, en se limitant essentiellement à une contre-plongée sur Dormine, les boucles de gameplay restent elles aussi assez simples, et le jeu ne se réinvente pas en cours de route. Dit comme ça, Shadow of the Colossus a l'air d'être un jeu plus que basique, qui ne raconte rien, sauf que ça n'est pas le cas. Cependant, on reviendra dans le gameplay dans quelques minutes dans le 3e et dernier chapitre de cette vidéo. Côté narratif, certes, le jeu n'est pas poussé dans sa narration, mais ça ne veut pas dire qu'il ne raconte rien. Sur ce point, le terme le plus approprié serait minimaliste, car quelque chose qui est ultra intéressant avec Shadow of the Colossus, c'est qu'il ne répond à aucune question qu'il ne pose, à part le « qu'est-ce que fait Wonder ?» Le jeu contient vraiment très peu de dialogues, qui sont en eux-mêmes généralement des dialogues d'exposition. La description du colosse que fait Dormine, et les dialogues de Lord Daemon au début et à la fin du jeu. L'ensemble des paroles sont elles-mêmes prononcées dans une langue totalement inventée par la Team Ico, et l'ensemble des personnages interagissent et décrivent certaines choses en omettant des détails qui semblent décrire implicitement comme des connaissances élémentaires. Qui est Dormine? Pourquoi les terres interdites sont interdites? Que sont les colosses et qui les a créés? Tant de questions qui n'auront jamais de réponse dans le jeu en lui-même. Cela laisse une très grande part à l'imagination et au fait que le joueur se construit lui-même sa propre vision des choses. Et ça renvoie grandement à ce que le jeu vidéo faisait avec ses histoires à son commencement. Qui est Mario dans Super Mario Bros? Qui est Bowser? Que veut-il à Peach? Qu'a fait Peach pour mériter cela? Le jeu ne racontait rien et nous laissait boucher les petits détails qu'il ne traitait pas. Shadow of the Colossus, c'est pareil, et ainsi il reprend la stratégie, on va dire, narrative de ses anciens pour la réappliquer dans un jeu en 3D de 2005, 20 ans après Mario Bros. Super Mario Bros. Sur ce point, la narration se fait limite par les environnements et le contenu du jeu. On devine qu'ici, par exemple, il y avait une ville au vu des ruines. Là, il y avait un barrage, donc possiblement à côté un village de pêcheurs, ou alors une civilisation qui se reposait beaucoup sur l'eau. Ou alors qu'il y a très longtemps, il y avait une civilisation qui dominait totalement ces terres, qui traitait les colosses comme des semi-dieux, comme des alliés, qu'il y avait plus de colosses. Le jeu nous laisse imaginer et répondre à tout cela, parce qu'il ne le fait pas, il se concentre uniquement sur la quête de Wonder. Et c'est un autre point qui est très intéressant avec Shadow of the Colossus, c'est que le jeu est construit d'un point de vue narrativement pur, d'une manière très spéciale. On peut décrire ça comme deux façons. Soit le jeu est construit comme une vieille légende, soit il ne raconte que son acte final. Et il faut bien des sources de comparaison. Commençons par la vieille légende. Dans les vieilles légendes, qu'est-ce qui est important? L'acte qu'effectue le protagoniste. Et c'est quelque chose qui aurait été conservé dans les jeux vidéo qui narrent une ancienne légende. Par rapport The Legend of Zelda Skyward Sword,
qui nous narre la légende de la guerre contre l'avatar du néant. Ici, on se fiche complètement de qui sont les protagonistes et antagonistes de cette guerre. On s'intéresse juste à leurs actions, ici le fait qu'ils fassent la guerre, et aux aboutissements de ces actions, avec dans Skyward Sword, la création du sceau de l'avatar, mais aussi la création de l'archipel de Célesbourg. Et c'est quelque chose qui est comme ça dans Shadow of the Colossus, et qu'on peut même retrouver dans d'anciennes légendes. Par exemple, dans l'Odyssée, qui est précisément Ulysse? On s'en fiche, tout ce qui est important, c'est son acte, à savoir ici, son voyage. Pour Shadow of the Colossus, le jeu ne cherche pas du tout à se focaliser sur les origines d'Aemon, de Wander, de Mono, de Dormine, des Colosses. Le jeu veut simplement nous raconter l'histoire de Wander, jeune homme cherchant à sauver une femme qui lui est chère et qui accomplira une quête titanesque pour ça. Et en soi, c'est la même chose si on considère que le jeu narre uniquement un acte final ou un épilogue, en prenant en compte le fait qu'on serait censé connaître tous les personnages, tous les enjeux, le monde entier, bref, qu'on lirait uniquement la fin de l'histoire. Et ça crée quelque chose de super intéressant, car forcément, on a envie d'en savoir plus, mais on ne peut pas en savoir plus. Et on en revient à cette idée que l'imagination comble alors, volontairement ou non, les trous que le jeu nous laisse. Autre point qui est très intéressant, et oui, j'ai pas d'idée de transition pour passer d'un point à l'autre, c'est le personnage que nous contrôlons, Wander. Oui, il s'appelle Wanda en VO, mais j'ai toujours prononcé Wander. Voilà. Si on sait quasiment rien de lui, à part son lien affectif pour Mono, qui nous est inconnu, ses motivations sont assez évidentes. Il est prêt à tout pour la ramener entre les morts, en enfreignant ainsi les règles de sa tribu, qu'Aemon rappelle à la fin. Sur ce point, Wander est bien plus un anti-héros qu'un véritable protagoniste noble. Et c'est pas d'interprétation, hein. Sinon, pourquoi est-ce que le jeu mettra en scène les morts de Colosse d'une manière aussi dramatique, sinon? Pourquoi est-ce qu'il aurait une mélodie aussi triste à chaque fois? Chacune de ces créatures est majestueuse, et le jeu nous le montre bien. Aucun Colosse, enfin, quasiment aucun, ne cherche réellement à tuer Wander, simplement à se défendre. Certains, comme Phalanx, ne font même quasiment rien. Ça crée un parallèle très intéressant entre un Wander prêt à tout pour accomplir son objectif, et des colosses cherchant simplement à poursuivre leur longue, très longue vie, dans un monde qui semble presque non adapté à Wander, car le monde de Shadow of the Colossus est grand, très grand, à tel point que durant l'intégralité du jeu, la caméra aura un angle très large, afin de nous montrer la taille ridicule de Wander par rapport au monde que l'on parcourt. Petit par la taille, mais grand, trop grand par ses actes, ce qui atteindra son apothéose à la fin, au moment où, possédé par Dormine, pour la première fois du jeu, la caméra adaptera un point de vue en plongée pour filmer une phase de jeu, dans la seule structure du jeu semblant adaptée à l'humain, le temple central. Cela crée une opposition que le début du jeu, où il apparaît tout d'abord via un plan américain, ou plan italien vers les connaisseurs, qui est bien plus adapté à l'être humain. Ainsi, le jeu nous montre que Wander n'est plus un humain, et qu'il a totalement perdu son humanité, ce qui est aussi montré par sa lente transformation physique tout au long du jeu, où il perd petit à petit ses traits humains pour devenir plus blanc, avec des vêtements plus abîmés, où il finira même par avoir des cornes. C'est d'ailleurs cette scène de fin qui est ultra intéressant, et qui permettra de faire le lien avec le dernier chapitre de cette chronique. Après avoir assassiné 16 colosses, Wander se fait posséder par Dormine, et redécouvre ainsi leur réalité. Lents, combattant plus pour leur défense que pour tuer, et donc, naturellement désavantagés par rapport à Wander. Tout ce qui se passe après le 16e colosse est un vrai bonbon pour les yeux et pour chaque analyste, car le jeu fait quelque chose qui est très pertinent. Il ne se contente pas de nous montrer la fin de l'histoire. Il nous la fait vivre en nous laissant le contrôle de ce qui est devenu Wander dans des semi-cinématiques à l'issue scellée d'avance. Le combat entre Dormine Wander et les troupes d'Aemon. Dans 100% des cas, les soldats s'échapperont et Wander perdra ce combat. L'activation du saut à laquelle Wander tente d'échapper, dans 100% des cas, Wander finira par se faire aspirer par la fontaine. Cette scène symbolise l'éloignement progressif entre Wander et nous, vu qu'on perd progressivement le contrôle de notre personnage, alors que jusqu'ici, il obéissait, entre deux gros guillemets, au doigt et à l'œil. Alors que l'histoire se termine, on nous fait comprendre que notre rôle ici est terminé, non pas via un simple écran The End, mais en nous montrant que désormais, nous ne sommes plus nécessaires à ce monde et que l'histoire suit son cours sans nous. Shadow of the Colossus est l'un des seuls jeux à avoir compris ce que le jeu vidéo doit assimiler et maîtriser pour atteindre ce qui pourrait devenir sa forme ultime. Le gameplay ne doit pas être qu'un simple élément d'amusement, mais aussi, il doit être utilisé comme instrument artistique. Shadow of the Colossus est un jeu qui semble être à la fois très en avance sur son temps, mais aussi qui semble être assez en retard. Mais cependant, il y a un consensus qui est global. Shadow of the Colossus est l'un des rares jeux ayant pleinement réussi à s'approprier l'outil qu'est le gameplay pour en faire un instrument artistique. Ainsi, d'un point de vue global, d'un côté, on retrouve des manières d'expérimenter sur la forme de la narration propre au jeu indé, de même pour la mélancolie qui ressemble de l'ensemble du jeu qui me fait un peu penser à Hollow Knight, mais ça c'est mon point de vue personnel. Mais de l'autre, certains contrôles semblent venir de la pire époque des jeux vidéo, la transition à la 3D, et où les développeurs faisaient parfois n'importe quoi avec les contrôles des manettes, avec pas mal de boutons qui se multipliaient et qu'il fallait combler. Coucou Nightmare Circus, dédicace à toi. Par exemple, la roulade. C'est quelque chose qui est loin, très loin d'être indispensable dans le jeu. À ma connaissance, ça sert une ou deux fois, mais c'est là. Wander peut faire une roulade si vous le souhaitez. Il peut se mettre debout sur aggro, il peut faire différents contrôles avec lui, se pencher un peu, voilà. Ça sert à rien, mais c'est là. Pareil pour le contrôle du cheval, aggro. Là où dans la plupart des jeux, on contrôle directement le cheval, dans le sens où si on appuie à droite, le cheval va à droite. Ici,
on contrôle Wander qui donne un ordre au cheval. C'est compréhensible uniquement si vous avez joué au jeu. On remarque une petite résistance et une cadence qui appuie encore plus ce décalage. Et en restant sur l'aspect contrôle même, les contrôles du jeu, il y a aussi l'escalade. Wander n'escalade pas automatiquement les structures, on doit garder une gâchette enfoncée. Ça peut sembler tout con, mais au final, l'idée d'avoir des contrôles compliqués à utiliser est ultra intéressante. Car au final, quand Wander galère, on galère aussi. Le plus bel exemple pour ça, selon moi, c'est encore une fois l'escalade, qui nécessite de garder une gâchette enfoncée, ça on l'a vu, et après de naviguer via un joystick et le bouton triangle pour sauter. C'est des commandes qui semblent assez compliquées à prendre en main, là où, dans d'autres jeux, sauter vers la surface suffit. Par exemple, The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou même en restant dans les jeux d'époque, dans Mario 64, lorsque Mario sautait près d'un mur, s'il était en haut, il s'accrochait au mur et il grimpait, il n'y avait pas besoin d'appuyer sur un bouton. Et c'est pareil pour l'ensemble des contrôles du jeu. Côté contrôle pur, Shadow of the Colossus peut paraître très rugueux en jeu. On est loin d'avoir l'aisance d'autres jeux vidéo, où notre personnage se contrôle comme un charme. Je peux par exemple penser au beat'em all ou au jeu de combat, où c'est le but. Au final, on ne joue pas un surhomme, mais un simple être humain qui galère à accomplir une tâche d'ampleur colossale, qu'il a choisi d'accomplir par lui-même. La palette de mouvements de Shadow of the Colossus n'est pas faite pour être pratique, mais bien plus pour être cohérente d'un point de vue logique. Je vous parlais de la roulade un peu plus tôt, en tant que contrôle qui ne sert que très rarement. C'est pareil dans notre monde, je doute que le fait de faire une roulade vous aide énormément au quotidien. C'est pareil pour Wander. Revenons sur la quête qu'il doit accomplir d'ailleurs. Shadow of the Colossus est l'un de ces jeux où on pense faire le bien, pour au final se rendre compte qu'on a en réalité servi l'antagoniste depuis le début. Cependant, là où c'est plus qu'intelligent, c'est que généralement le twist est intégré au jeu, et notre protagoniste se fait aussi berner. Je pourrais par exemple citer le premier Golden Sun dans ce cas. Ici c'est différent. Au vu du lore qui nous est narré, Wander a plus que probablement connaissance de l'histoire de Dormine et des Colosses, là où nous, le joueur, accomplissons bêtement la quête qui nous est proposée lors de notre première partie, en se rendant compte qu'à la fin qu'on s'est fait berner. Ainsi, le jeu prend un tout nouveau sens lorsqu'on le reparcourt, en connaissant chacun de ses enjeux et aboutissements, et que le gameplay semble le domaine qui est le plus modifié avec cet enjeu. Rien ne change des masses, la difficulté n'augmente pas, les colosses ne sont pas plus compliqués à vaincre, mais simplement on a connaissance de ce qu'on fait. Car une fois qu'on connaît l'aboutissement de la quête de Wander et ce qui se passe à la fin, un New Game Plus peut donner envie de voir s'il n'y a pas une autre alternative. Et pourtant, c'est impossible. On aura beau essayer de s'agripper de toutes nos forces aux faucons disséminés un peu partout sur la carte, rien n'y fera. Wander est résolu à accomplir ce qu'il pense être son destin. Et c'est aussi en soi ce que ces espèces de traînées noires visibles à la fin des combats contre les colosses représentent. En nous laissant le contrôle de Wander à ce moment-là, le jeu représente l'inévitable destin de ce qui attend Wander. Peu importe ce qu'il essaiera de faire, le seul moyen d'en finir sera de vaincre les 16 colosses et de réveiller Dormine. Encore et encore. J'aime énormément encore des jeux intègrent à second degré de lecture pour le joueur qui les reparcourt, en nous faisant ainsi réfléchir sur le sens même de la quête, et si au fond, ça ne serait pas totalement absurde. Je demande pas de faire quelque chose comme Nier Automata, qui change totalement son gameplay d'une fin ou l'autre ou d'une partie à l'autre, mais simplement de poser une petite question de nous dire à quoi ça a servi. Est-ce que ça a vraiment un sens? Certes, quand on refait un jeu, on connaît directement les enjeux, les aboutissements, possiblement les twists qu'il y aura en cours de partie. Ainsi, on fera peut-être un peu plus attention à chaque petit indice qui est laissé là par le jeu, dans le sens, ce personnage va peut-être devenir méchant, ou alors peut-être que lui va mourir. Mais je parle pas de ce degré de relecture, parce que comme on l'a vu avant, le scénario de Shadow of the Colossus est très simple. Là, je parle d'un second degré de lecture qui ressemble un peu à ce que pouvait faire le premier Final Fantasy, où le jeu se plaçait dans une boucle temporelle, et ainsi, chaque partie est toute une nouvelle boucle, encore et encore et encore, de manière infinie. Et on revient à la conclusion de ce que je disais dans ce New Game Plus. Wander mourra à la fin du jeu et sera réincarné. Et au final, ça rappelle un peu le sentiment d'éternité que tout le jeu nous présente. Depuis combien de temps les colosses sont là? Est-ce qu'ils ont besoin de s'alimenter? Si oui, comment est-ce qu'ils le font? C'est des créatures qu'on devine comme étant ancestrales, très anciennes, voire même peut-être plus que l'humanité. Certaines semblent être assez intelligentes, comme Malus, Barba, ou même Argus, tandis que d'autres semblent avoir des instincts plus primaires, comme Dirge, Cenobia, Celosia, Pelagia. Mais qu'est-ce qu'ils sont réellement? Et au final, est-ce qu'on n'aurait pas brisé un sceau, menacé une paix qui régnait là depuis des milliers d'années, voire même peut-être plus? Est-ce qu'au final, quand on lance un jeu vidéo, quand on commence une partie, on ne briserait pas un sceau qui gardait l'univers du jeu en paix? C'est ce que Shadow of the Colossus peut nous faire penser via cela, et c'est ce qui m'a fait penser. Au final, quand on commence un jeu vidéo, un élément perturbateur arrive pour nous inciter à partir à l'aventure. Cet élément perturbateur peut être très minime et n'avoir que très peu d'impact. Dans Animal Crossing New Horizons, l'élément perturbateur, c'est qu'on prend l'avion. Dans Stardew Valley, l'élément perturbateur, c'est qu'on trouve une lettre. Et il y a des jeux où l'élément perturbateur est bien plus important et grave. Je vais vous parler un peu plus tôt de Super Mario Bros. Son élément perturbateur, c'est quand même que Bowser a transformé chaque habitant en brique et qu'il a enlevé leur dirigeante. Dans Okami, l'élément perturbateur, c'est quand même
même la résurrection d'un démon qu'on nous présente comme millénaire, comme ancestral et comme très dangereux. Shadow of the Colossus intègre à lui-même énormément de degrés de lecture, car d'un côté, on peut s'intéresser aux acteurs de son histoire même, Dormin, Wander, Mono, les Colosses, qui sont des protagonistes et des antagonistes, mais qui vivent une histoire et qui, pour la plupart, voient la leur être conclue ici, parce que je doute grandement que Mono et le bébé Wander aient réussi à survivre très longtemps. En s'éloignant un peu, on voit que le jeu quand même raconte un peu plus, qu'il détaille bien plus de choses, qu'il laisse énormément de part à l'imagination, qui pose pas mal de questions qui sont très intéressantes. Et au final, en s'éloignant encore plus, on remarque que Shadow of the Colossus pourrait être une espèce de caricature de ce qu'est un jeu vidéo et du paradoxe qu'il représente. Et même de ce que la fiction peut représenter. Lire une fiction, c'est s'imprégner dans un univers qui est généralement en proie à des problèmes, aux doutes, ou dont on suit des personnages qui se battent pour leurs rêves. Est-ce que au final, le plus gros élément perturbateur dans l'ensemble, ça ne serait pas nous? Et le jeu vidéo aurait permis d'amener ça encore plus haut, notamment Shadow of the Colossus, car son gameplay est unique à ce stade. On emmène un jeune homme qui a toute la vie devant lui face à sa propre mort, en le faisant combattre des créatures, car, au final, une seule chose est sûre. Aujourd'hui, Shadow of the Colossus est l'un des seuls jeux ayant compris l'essence même du jeu vidéo. Un art qui rassemble les autres et qui ajoute quelque chose de totalement nouveau, l'interactivité, afin de maximiser les émotions que l'on ressent. Là voilà la réponse du jeu vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette 4ème chronique, ça faisait très longtemps que je vous le promettais, mais on s'est enfin mis à explorer le monde du jeu vidéo. Je tenais à inaugurer cela en traitant de l'un de mes jeux préférés, Shadow of the Colossus, qui m'a énormément marqué. Désolé, ça a mis pas mal de temps à sortir, j'étais pas mal pris, mais on se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, peut-être même un peu plus court que ça, pour parler de la saga East Blue du manga One Piece. En attendant, portez-vous bien, Amano, out.